Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce mardi 3 décembre. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Un drame hier soir à Pamatay Hills. 7 personnes ont été blessées, dont une gravement, après la chute de plus de 10 mètres d'une terrasse de maison. Les propriétaires et leurs amis étaient en train de dîner quand l'accident s'est produit. Avec 4 morts sur les routes depuis le début de l'année, dont 2 en l'espace de quelques jours, Moorea renforce ses contrôles routiers. Aujourd'hui, plusieurs gendarmes et policiers municipaux étaient mobilisés. Près de 200 personnes en situation de handicap ont participé à une opération de job dating aujourd'hui à la présidence, mise en place dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. L'objectif principal de cet événement était bien sûr de favoriser leur insertion professionnelle. Pour faire le point justement sur ce sujet, mais aussi sur l'accessibilité des sites publics, Nathalie Salmon-Udry, déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion, est notre invitée ce soir. Elle s'appelle Maheana Atapo et elle a remporté il y a quelques jours le titre de championne du monde de Ori Tahiti. Cela n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de sa famille. Son portrait est à retrouver à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Une famille et leurs proches ont échappé à la mort hier soir dans une maison de Pamatay Hills, dont la terrasse s'est littéralement effondrée. L'accident a fait 7 blessés, dont un grave. Les enquêteurs et le promoteur du lotissement étaient sur place aujourd'hui. Comme eux, Caroline Fari, Lucille Guichet et Mirko Vonfo ont tenté d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident. 20h30 ce lundi, une famille accompagnée d'amis dîne tranquillement sur sa terrasse quand le balcon s'effondre. Les 7 personnes chutent alors avec le deck sur une dizaine de mètres. Les secours de Faa, Punaoya et Papeete arrivent en nombre et très rapidement pour effectuer les premiers soins. On nous a appelé pour une terrasse qui s'est détachée de sa structure et qui est tombée en contrebas à 30 mètres environ, faisant 7 victimes. Donc une en urgence absolue et 6 en urgence relative. Au lendemain de l'accident, les enquêteurs tentent de comprendre les circonstances du drame et vérifient que les scellés mis en place vers 23h30 n'ont pas été brisés. Sur place aussi, le promoteur du lotissement de Pamatay, présent au moment du sinistre, il avoue n'avoir jamais vu ça. Depuis que le lotissement est habité, environ vers les années 2009, nous n'avons jamais eu ce genre d'accident dans les maisons. En fait, entre la maison et le lit de la rivière, peut-être qu'il y a 30 mètres, mais le deck qui est tombé, lui, est tombé à une dizaine de mètres de la maison. Tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont vécu. Et on peut le comprendre, et encore une fois, je leur adresse tous mes vœux pour un prompt rétablissement. Beaucoup d'émotions et un bilan provisoire de 7 blessés. L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de Faa. Reste à présent à déterminer les responsabilités dans ce drame. Et hier soir également, le moteur d'une voiture a pris feu au niveau de Haroué. Il s'agit de la Cadillac de l'ancien président du pays, Gaston Flosse. Au volant du véhicule, son épouse Pascale Haïti Flosse, représentante à l'Assemblée, qui s'en est sortie indemne. Et aujourd'hui, à Mahina, sur les hauteurs d'Atima, 3000 m² de brousse sont partis en fumée. Les pompiers sont rapidement intervenus. La sécheresse serait à l'origine de l'incendie. Aucune habitation n'a été touchée. 32 morts depuis le début de l'année, dont 4 rien qu'à Moorea. La semaine dernière, d'ailleurs, 2 personnes ont trouvé la mort sur les routes de l'île Sœur. 160 accidents ont été relevés cette année. La plupart sont bien entendu causés par l'alcool. Les contrôles routiers ont donc été renforcés. Nicolas Suir, Patrick Tsinsing. Des gendarmes, des policiers, des pompiers et des jeunes du service civique. Au total, une vingtaine de personnes a contrôlé les usagers de la route ce matin à Moorea. Ces derniers sont vigilants pour la plupart et plutôt satisfaits de cette présence. Ouais, c'est très bien. C'est très bien parce que là, la semaine dernière, on a eu des morts. C'est regrettable, mais c'est arrivé. 37 infractions ont été relevées dans la matinée. Absence de siège bébé, de permis de conduire, pneus lisses, ainsi que ce jeune adolescent sur son vélo électrique avec 3 batteries, mais pas de frein. Là, il a automatiquement une puissance supérieure et donc les organes, tout ça ne correspondent plus. Donc il a été verbalisé pour ça.
Et donc le matériel, par sécurité, je lui ai fait démonter. Et donc comme ça, c'est pour éviter qu'il réutilise. Les autorités souhaiteraient que tous les usagers de la route soient conscients d'être potentiellement des conducteurs dangereux. De respecter encore le code de la route, de ne pas faire n'importe comment et de faire rappeler en fait à la population d'être vigilants lorsqu'ils prennent à prendre la voiture sur la route. Et pour lutter contre le plus grand fléau, l'alcool au volant, chaque citoyen a sa part de responsabilité. Que nous sommes tous responsables. Quand nous organisons des repas, des soirées à la maison, des fêtes, il m'appartient à moi d'empêcher citoyens, d'empêcher les gens que j'ai invités de repartir alcoolisés au volant de leur véhicule. En 2023, Moorea a enregistré 5 décès sur la route. Cette année, 4, mais elle n'est pas encore terminée. Après celle de samedi, la deuxième rencontre entre la FRAPP, le syndicat de la fonction publique, et le pays a lieu en ce moment même à la présidence. Il s'agit d'une réunion préparatoire en vue des négociations demain. Les 18 points de revendication seront discutés et si aucun accord n'est trouvé dans les prochains jours, le mouvement de grève initié dans une 50aine de services du pays sera effectif ce vendredi à partir de minuit. L'évolution des finances communales entre 2020 et 2023 a été présentée aujourd'hui à l'occasion de la 11e édition de l'Observatoire des communes de Polynésie française. Cet outil d'aide à la décision publique est publié chaque année par l'AFD, l'Agence française de développement. Durant cette période de 3 ans 2020-2023, les recettes communales ont atteint 41 milliards de francs et les dépenses 37 milliards. L'Observatoire note un renforcement de l'autofinancement net, une plus grande souplesse dans la gestion des charges et une amélioration de l'autonomie financière des communes. Reste désormais à investir pour créer de l'emploi. La directrice de l'AFD, Mounia Ait Ofkir, nous en dit plus au micro de Juan Potoro. Les communes n'ont pas vocation à épargner. Les communes, elles ont vocation à investir pour apporter des services aux administrés. Et le message qu'on fait passer chaque année et qu'on repasse en ce moment, que mes collègues sont en train de repasser là maintenant, c'est que les communes doivent investir davantage. Et pour investir davantage, elles ont l'épargne, elles ont toutes les subventions État et pays auxquelles elles sont éligibles. Mais compte tenu de la charge de ces compétences environnementales sur leur budget, elles doivent avoir recours à l'emprunt pour pouvoir accélérer l'investissement. On vous parlait du hackathon 2024 hier soir à destination des sans domicile fixe. Eh bien ce soir, focus sur une journée de job dating qui s'est déroulée à la présidence. Ces entretiens professionnels pour essayer de décrocher un emploi étaient destinés aux personnes en situation de handicap. 200 candidats ont fait le déplacement pour rencontrer une douzaine d'employeurs. Laina Tetouanoui, Jérôme Lee. Raymond Amaru participe à ce job dating après avoir longtemps travaillé dans une garderie de la capitale. À 51 ans, en situation de handicap depuis 5 ans, il cherche à retrouver un emploi après avoir dû quitter son précédent poste en raison de sa maladie. Il met toutes les chances de son côté. Déjà d'être pris en tant que, ne serait-ce que c'est un peu stagiaire SITH, et après peut-être faire ses preuves déjà. Et se lancer directement s'il y a possibilité d'avoir au bout de ça une place, pas un poste. À l'instar de Raymond, Gwenlyn Temouri est en quête d'un poste dans l'administration. À la sortie de son entretien, elle est pleine d'espoir et très satisfaite de ce premier échange, se montrant confiante pour la suite. Je ne pouvais plus travailler normalement avec la maladie que j'avais. C'est pour ça que j'ai recherché un contrat SITH, parce que c'est une deuxième chance ça, pour moi d'avoir un métier. J'espère que ma candidature va être retenue, mais après, on est plusieurs aussi à postuler. En seulement quelques minutes, chaque candidat doit convaincre. À la fin de ce premier contact, certains auront la chance d'être appelés par les employeurs. Après chaque entretien, on va reprendre les CV qu'on a sélectionnés et on va recontacter les agents, les personnes pour un autre entretien. Pour le comité organisateur, cette deuxième édition du job dating est un franc succès. Même en situation de handicap, l'espoir est présent et de nombreuses opportunités s'offrent aux candidats. C'est un signe fort. Nous disons qu'ils ont envie aussi d'être autonomes, de ne pas toujours dépendre des autres.
dépend de la famille ou dépend d'un conjoint ou d'une conjointe. Et je trouve que c'est vraiment un progrès. Trouver un travail rapidement est le souhait des 200 candidats présents aujourd'hui. Fort de ce succès, l'événement sera reconduit l'an prochain. Et pour parler de cette opération de job dating et de la Journée internationale des personnes handicapées, aujourd'hui, mardi 3 décembre, nous recevons Nathalie Salmon Udry, déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion. Bonsoir. Bonsoir Marc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a eu cette opération de job dating aujourd'hui. Il y aura un deuxième rendez-vous visiblement. Est-ce que concrètement, il y a des options pour certains des candidats aujourd'hui? Clairement, puisqu'on a bien vu qu'il y a une dizaine d'entreprises qui ont répondu, sachant que l'événement a été lancé la semaine dernière. Donc, dans un délai très court, on a réussi à mobiliser, à mon sens, un bon nombre d'entreprises. C'est un signe fort. La priorité pour vous, en tant que délégué interministériel, c'est de donner la visibilité à ces personnes en situation de handicap. Et bien sûr, l'inclusion, c'est essentiel. Quelles sont les mesures, selon vous, les plus urgentes? La question est difficile parce que le sujet du handicap a toujours été plus ou moins délaissé. Aujourd'hui, on fait face à des constats flagrants, pas assez d'AVS, des adultes en situation de handicap pas insérés, aucune vraiment solution pérenne pour accéder à une maison, à un prêt. Donc, disons que devant ce constat, il est difficile de prioriser parce que c'est toute la chaîne qui est en souffrance aujourd'hui. Ça mettrait plusieurs années donc à combler ces manques, si on comprend bien. En tout cas, votre objectif principal, c'est de donner la dignité à ces personnes en situation de handicap, le travail, l'autonomie et pourquoi pas la mobilité. D'ailleurs, en matière d'accessibilité, est-ce que vous trouvez qu'on a fait des efforts? Des efforts ont été faits. Alors, on a pris nos fonctions le 15 mai de l'année dernière. 2 jours après, j'étais en rendez-vous avec M. Jordi Chan, ministre des Grands Travaux, pour faire déjà un état des lieux et de bâtir un plan accessibilité sur toute la mandature. Donc, disons que ça a été notre première priorité. Et les premiers aménagements de ce plan d'accessibilité, quand est-ce qu'ils vont voir le jour? Ils ont déjà vu le jour. Je parle du front de mer et des ronds-points qui ont été revus. Je parle du pont de Théâtre qui est complètement accessible et qui a permis à des personnes PME de suivre les Jeux Olympiques. N'oublions pas ce chapitre-là. On a la plage de Harounou qui a désormais une rampe. Je vous dis, le ministre des Grands Travaux vraiment a à cœur l'accessibilité. Pour finir, Nathalie Salmon Udry, vous avez parlé des AVS. Est-ce que vous avez réussi à obtenir plus d'AVS éventuellement? Bien sûr. Lors de notre arrivée au pouvoir, le ministre de l'Éducation s'était engagé sur 30 AVS CDIC sur 3 ans. Là, au 1er janvier 2025, nous aurons déjà 26. Et il en faudrait combien pour répondre aux besoins? En fait, c'est une autre question difficile parce que la prise en charge des personnes handicapées n'est pas la même qu'on parle des enfants ou qu'on parle des adultes.
Je donne un exemple simple. Pour être considéré handicapé chez les adultes, il faut atteindre 20% d'IPP. Ça veut dire des capacités physiques. Chez les enfants, il en faut 50. Donc, tu vois bien qu'avec cette non-adéquation de la prise en charge, il est difficile aujourd'hui de lancer des chiffres et d'être sûr de leur fiabilité. En tout cas, il y a du travail, bien sûr, encore à faire pour aider les personnes en situation de handicap. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la Journée internationale des personnes handicapées. Merci beaucoup, Nathalie Salmon-Udry, déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci parce que c'est un plaisir de pouvoir parler enfin de ce public qu'on ne voit pas ou qu'on voit 2 fois l'année. Et il s'agit, à travers de ces actions, de leur donner une dignité, de leur dire vous faites partie du peuple polynésien. Et vous pouvez compter sur Polynésie la Première pour vous donner plus de visibilité. Merci beaucoup. Le 22e FIFO, le Festival international du film documentaire océanien, aura lieu du 31 janvier au 9 février 2025 à la Maison de la Culture et sur Internet. 142 documentaires ont été présentés au jury de présélection. 38 ont été sélectionnés pour le FIFO 2025, 10 en compétition, 18 hors compétition et 10 courts-métrages. Après Pacific Petroleum, Vodafone, Haiti Info et Managaz, l'homme d'affaires Albert Moux se lance dans le business de l'énergie solaire. Mana Solar, c'est le nom de sa première centrale agrivoltaïque inaugurée ce matin à Mateia. Près de 10 hectares d'installations solaires qui permettent de produire plus de 10 mégawatts d'électricité, suffisamment pour alimenter plus de 5000 foyers. L'investissement de 2,7 milliards de francs comprend également le développement d'une culture maraîchère bio et d'un élevage de moutons. Albert Moux, président de Mana Solar, nous en dit plus au micro de Juan Potoru sur ce projet qui lui tenait à cœur. C'est la transition énergétique. On est obligé d'aller. En même temps, on sait exactement que le pétrole et tout ça, d'ici 30-40 ans, peut-être, on voit tout de suite, tous les ans, ça diminue. La vente diminue. C'est tout à fait normal que nous, on positionne pour les remplacer, les manques à gagner petit à petit. Direction les Marquises désormais, archipel où le football est très populaire. Et ça commence dès le plus jeune âge, grâce notamment à la section sport-études, option football du collège de Nukuhiva. Un cursus unique auquel 32 jeunes sportifs ont pris part cette année, dont une quinzaine de filles. Avec 2 entraînements par semaine, les jeunes athlètes doivent impérativement être réguliers et performants sur le terrain, mais ils doivent aussi obtenir de bons résultats scolaires. Les détails avec François Grosvalet, professeur d'EPS et référent de la section football. Il est au micro de Marie Curva. Il y a un gros enjeu de compétition pour nos petits joueurs et nos petites joueuses cette année. Et puis jusque-là, l'enjeu il est de former des joueurs et des joueuses qui vont comprendre que le football est un sport collectif et que l'individualité n'existe qu'à l'intérieur d'un collectif. On a des jeunes joueurs qui aujourd'hui sont tous très bons techniquement, c'est un peu la caractéristique des enfants qui s'adonnent au football aujourd'hui et qui ont un peu de mal à lever la tête et à jouer proprement au football ensemble. Et toujours à propos de sport, notez bien que la 6e édition des Jeux des Marquises aura lieu du 16 au 19 décembre prochain à Nukuhiva. Rencontre désormais avec Maheana Atapo, mère de famille, professeure de technologie et championne du monde de Ori Teiti. La jeune femme de 32 ans a remporté il y a quelques jours la compétition Ori Teiti World Championship face à de talentueuses danseuses de toute nationalité. Maheana revient pour nous sur cette soirée qui a marqué sa vie. Reportage signé Melissa Chong et Patrick Tsinsing. Dans les yeux de son mari, on peut lire toute la fierté et l'admiration. La gracieuse Maheana Atapo, 32 ans, vient de remporter le prix de la meilleure danseuse au championnat du monde de Ori Teiti. J'entends mon nom, je vois des copines de la danse en face de moi. Donc ma première réaction, c'est
En fait, je ne réalise pas, ça fait un peu cliché comme phrase, mais il y a tellement de candidats qui ont très bon niveau que d'abord j'ai du mal à réaliser. Et je vois le visage de Macao Foster qui se dirige vers moi et qui met cette magnifique coiffe sur ma tête. Dans la vie, Maheana est professeure de technologie à FAA. Entre passion, vie familiale et professionnelle, il faut parfois faire des concessions. Heureusement, elle peut compter sur le soutien infaillible de sa famille. Le fait de se sacrifier pour pouvoir s'occuper de la famille, et donc je pense que ça a joué sur sa préparation. Et voilà, je l'ai toujours soutenue dans ce qu'elle a pu faire sur ses compétitions. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et on a su faire ce qu'il fallait pour qu'elle soit prête le jour J. Pour chaque prestation, Maheana attache une attention particulière à son costume. Du dessin à la confection de sa coiffe, elle impose sa signature. J'ai grandi à Papeete et j'avais envie qu'en voyant le costume, on reconnaisse les pics. J'ai choisi des fleurs que j'avais, donc des hauts-puits principalement. J'adore les Tchatchamaoua, ça me rappelle ma montagne à Papeete. Et le outil, l'éternel, toujours efficace. Une semaine après son exploit, Maheana a encore du mal à redescendre de son nuage. Pourtant, elle est déjà tournée vers l'avenir avec analyse et critique permanente sur les moindres détails qui lui permettront de conserver son titre mondial. L'information principale de ce mardi 3 décembre, 7 personnes ont été blessées suite à l'effondrement de la terrasse d'une maison à Pamat'e Hills. L'accident a eu lieu hier soir alors que les propriétaires et leurs amis étaient en train de dîner. La terrasse en bois située à l'étage s'est détachée, entraînant le groupe de personnes dans une chute de plus de 10 mètres. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités dans ce drame. À la une de Tahiti Info, demain, mercredi, agriculture, élevage et solaire, le trio unique de Mana Solar. Sur votre petit écran ce soir, le documentaire Ça pousse au Fénois sur l'eau, un enjeu crucial. Puis à partir de 19h50, 2 épisodes de la série SWAT. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des messages de vœux pour les fêtes de fin d'année. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Moi, je voulais d'abord souhaiter un joyeux Noël et une excellente année 2025 à tous les habitants de la Polynésie française et notamment aux malades, ceux qui sont atteints de la myopathie notamment, et de leur dire que nous sommes derrière eux, nous sommes là pour les soutenir et faire avancer la recherche en leur faveur. Pour tout le monde, quel qu'il soit, passez un bon réveillon et tous mes meilleurs vœux de Montréal et du fond du cœur. Maruru. Eh bien, pour tout le monde, je souhaite donc la paix, la tranquillité, la zénitude et surtout beaucoup d'amour. Tout le monde essaie d'avoir des repas, d'être heureux parmi leur famille, que ce soit qu'ils soient éloignés ou proches de leur famille polynésienne, afin qu'ils puissent être heureux en famille. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui entreprennent des nouveaux projets, aux familles qui ont des malades, surtout dans les grands pays comme la France, etc. J'espère que ça va aller mieux. Et voilà, surtout de passer une meilleure année pour tout le monde et de profiter un peu de notre beau soleil. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.